Détends-toi, 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 détends-toi. Baisse les bras. Tu comprends tout, tu comprends tout. Allons dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lyudmila. Voici ma fille Glafira. Elle a 32 ans. Il y a 10 ans, elle a eu un arrêt cardiaque pendant l'accouchement. Et voilà 10 ans que nous sommes alités. Vous savez, je pourrais même dire une fille à la maison. Après la 9e année, elle est entrée à l'école ferroviaire, elle a étudié pour devenir chef de train et elle avait une carrière plutôt prometteuse. Les catégories, elle a eu la plus haute là-bas, elle était déjà sur les trains de prestige pour le mariage. J'ai été un peu sous le choc en fait. En juillet, il est sorti, enfin, comment dire correctement, il a quitté l'armée, il a terminé son service et en novembre, il y avait déjà le mariage. En février, elle est tombée enceinte. Est-ce que Glafira a eu des problèmes pendant sa grossesse? Aucun. Elle se portait tellement bien que, pour être honnête, ça me faisait peur, vraiment, ça me faisait peur. Parce que je me disais, eh bien, ce n'est pas possible. Tout le monde a quelque chose, des petits soucis, des petits bobos, quelque chose, au moins des nausées le matin. Elle n'avait rien de tout ça. C'était probablement au 8e mois de grossesse. Tout à coup, elle s'est sentie mal pendant la nuit. Elle m'a réveillée et m'a dit « Maman, j'ai très mal au dos ». Nous avons appelé une ambulance, l'ambulance est arrivée et l'a emmenée. Le médecin a dit prééclampsie. Qu'est-ce que la prééclampsie? Je ne pouvais pas comprendre. Ils ont fait des analyses, les résultats étaient très mauvais, il y avait des protéines dans les urines, ça augmentait chaque jour et pourtant tout le monde attendait pour une raison inconnue. Je ne peux pas comprendre, peut-être parce que c'était des jumeaux. Le lundi, ils attendent, la protéine augmente. Le mardi, ils attendent, la protéine augmente. Le mercredi, ils attendent et ils ont attendu jusqu'à vendredi quand ça a vraiment explosé. Eh bien, ils ont fait une césarienne. Ils avaient prévu que, en interrompant la grossesse, la maladie s'arrêterait, disons-le comme ça. Eh bien, là, ça n'a pas marché. Elle a enflé tout de suite. Voilà comment elle était. Quand je l'ai vue en réanimation, je suis restée figée. Je ne pouvais même pas dire un mot. Je regardais, il y avait quelque chose là, tellement enflé. Bien sûr, arrêt cardiaque, œdème cérébral. Vous comprenez, c'est indescriptible. Je lui ai pris la main comme ça. Elle était très enflée. Je l'ai caressée et après 20 minutes, tout l'œdème avait disparu. J'ai pris l'autre main. Quand la responsable est arrivée, elle a regardé comme ça et a dit « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Voilà ce que c'est, dit-elle, l'amour maternel. Oui, on me laissait entrer là-bas. On a emmené Glacha de l'hôpital numéro 6 au numéro 5. C'était justement son anniversaire, c'était le 22 décembre. Elle fêtait ses 22 ans. Et on nous transportait à l'étage, enfin, on nous montait en ascenseur et on m'a donné le document d'accompagnement dans les mains. Et là, rapidement, pendant que l'ascenseur montait, j'ai regardé le diagnostic et enfin tout ce qui était décrit. Et il était écrit qu'à 15h20, on avait remarqué une bradycardie, je ne me rappelle plus. À 16h20, rythme cardiaque rétabli. J'ai compris qu'elle avait eu une mort clinique durant 40 minutes. Personne ne m'a rien dit, on ne m'a rien raconté, rien expliqué. Mais quand je suis venue la voir, j'ai vu qu'il y avait partout des marques bleues. Il travaillait... Apparemment, mais c'était un appareil. Le médecin l'a gardée à l'hôpital numéro 6 aussi longtemps que possible, mais c'est une maternité, pas un vrai hôpital. 3 mois, puis il nous a envoyés en 5e. À mon arrivée, après le transfert de Glacha, la responsable m'a immédiatement appelée et demandé « Que voulez-vous entendre ?» Elle ne survivra pas. On me disait qu'elle ne survivrait pas. Elle n'a aucun des réflexes nécessaires pour manger. Elle n'avale pas. Le principal réflexe, c'est qu'elle n'avale pas. Ils ont rassemblé tout le monde au bureau et montré que Glacha ne valait rien. J'ai alors dit « Ne parlez pas ainsi devant elle. » Ils m'ont dit « D'accord ». Ils sont allés dans le bureau, ils ont discuté là-bas, puis ils m'ont invité. Vous croyez à ce qui ne peut pas être, vous croyez à sa guérison. Vous pouvez comprendre qu'elle n'a même pas une seule chance illusoire de guérir, qu'elle ira mieux. Même pas une seule chance illusoire. Et vous allez partout raconter à tout le monde qu'elle va guérir chez vous. Je veux dire, vous avez une autre mission. Préparez à manger pour vos petits-enfants. Ici, on s'occupera d'elle.
Je me suis levée et j'ai dit, il y a aussi Dieu. J'ai pris mes affaires et quitté ce bureau. Disons que les enfants sont nés en bonne santé. Je ne me souviens plus du poids exact, mais disons que Vassilissa est née avec 2 kg 6 cents et Nazar avec 2 kg 5. Comme l'a dit la médecin, la petite fille était très mignonne, mais pour le garçon, on pensait qu'il ne survivrait pas. Il était très faible. Cependant, dit-elle, le garçon a recommencé à respirer et à manger. Tout allait bien. La médecin nous a conseillé de ne pas nous inquiéter pour les enfants, car ils sont forts et s'en sortiront. Elle a dit de s'inquiéter pour la mère. Eh bien, les enfants, donc, nous avons vécu à Bobruisk jusqu'à la première année de l'école, puis Sacha s'est marié une deuxième fois, son mari. Voilà, les enfants ont rejoint une nouvelle famille. Et les enfants viennent-ils voir leur mère? Bien sûr, tout d'abord, tout de suite, Marina les amenait toujours ici. Pendant les vacances, ils sont à Bobruisk. Pendant l'école, ils sont ici. Marina, c'est la belle-mère. Oui, ils viennent. Mais ici, il n'y a vraiment aucun endroit pour se promener. Ils sont grands, ça ne les intéresse plus. Plus jeunes, ils venaient voir plus souvent, maintenant moins. C'est la Maison de la Miséricorde. Nous sommes ici avec Glasha depuis déjà 10 ans. À la Maison de la Miséricorde, il y a un centre de réhabilitation appelé Elius. Nous l'aimons beaucoup. Ici, les gens sont très bienveillants. Et le plus important, c'est qu'il y a une église ici. C'est ma maison. Je rentre déjà chez moi comme une invitée. Et j'ai hâte de revenir ici. Oui, c'est payant et très cher. L'hébergement, voici notre chambre individuelle. Une nuit coûte 44 roubles et 50 kopecks. La nourriture est-elle fournie d'une manière ou d'une autre? Désolée, mais je n'ai pas d'argent pour cette nourriture, alors nous nous débrouillons seuls. Eh bien sûr, c'est mon mari qui est le principal soutien. Seul mon mari est le pourvoyeur. Et c'est tout. Moi, si j'y arrive, je vous dis la seule chose que je peux faire, je peux écrire des lettres. J'écris des lettres. Ceux qui en ont le désir nous aident. Mais d'une certaine manière, nous vivons avec l'aide de Dieu. Et la pension pour assistance? Oh, je vous en prie, pour assistance, même après plusieurs augmentations, c'est 258 roubles. Aujourd'hui, cette pension, aller à la pharmacie, acheter des médicaments et passer au magasin. Vous savez que... Quand tout cela est arrivé, les proches ont dit « poursuis les médecins en justice ». J'ai dit « je ne vais pas me battre ». C'est arrivé, voilà, on ne peut plus rien changer. Je vais garder mes forces pour élever Glasha. La vie a complètement changé. Complètement. C'est comme si tout avait tourné à 360 degrés. J'allais dans une direction, puis j'ai fait demi-tour et je suis partie dans l'autre sens. Vous comprenez, pour élever, prendre soin, élever une personne comme ça, il faut renoncer à sa propre vie. Il n'y a pas d'autre moyen. Au début, quand je l'ai prise avec moi, oui, j'allais travailler, tout ça, mais ensuite, c'est devenu tout simplement impossible. D'abord, c'était difficile. Au travail, tout le monde me regardait avec des yeux tristes. Alors, comment ça va là-bas? Oui, parce que... En gros, je suis partie. J'ai quitté mon travail. J'ai pris mon congé maternité. J'ai commencé à m'occuper de Glasha. Je ne me suis pas arraché les cheveux et je n'ai pas laissé ma famille pleurer ou se lamenter. Si jamais je me sentais mal, j'allais pleurer dans la salle de bain et c'est tout. Je me ressaisissais, on a juste commencé à se battre. Je vivais simplement, je ne sais pas, peut-être en mode automatique, mais je faisais tout comme si Glasha allait se réveiller et que je devrais lui raconter, voilà, ceci, cela. J'ai engagé un caméraman pour filmer quand on allait chercher les petits. On les a baptisés, j'ai tout filmé pour pouvoir montrer tout ça à Glasha plus tard. Regarde, voilà comment on a récupéré tes enfants, comment on a fait ceci, comment on a fait cela. C'est très difficile. Je parle juste de mon expérience. Si tu t'inquiètes, si tu pleures, alors tu n'as plus aucune force. Je suis simplement passée. C'est la vie. Je n'ai aucun regret et ne pense pas au passé, cela ne sert à rien. C'est arrivé, c'est passé, voilà, ça n'existe plus. Je ne sais pas si je me réveillerai demain ou non, il n'y a pas de lendemain. À 50 ans, ici, je me disais, tout le monde célébrait ses anniversaires. Je me suis dit, je n'aurai peut-être même pas ça. À 50 ans, j'ai tellement décoré la chambre, gonflé des ballons, vraiment.
Les médecins sont venus me féliciter et l'une d'elles a fondu en larmes. Elle a dit, quand j'ai vu votre chambre décorée, oh maintenant comment vous l'aviez embellie, je me suis dit qu'une personne comme vous, rien ne pourra la briser. Vous comprenez? Eh bien, et alors? Oui, je ne vais pas bien, je suis là, c'est ma vie. Mais pourquoi devrais-je me priver? Eh bien, je pensais que ce serait quand même un anniversaire. J'allais m'acheter une belle robe, même s'il n'y aurait personne. Je suis seule. Je me dis, je vais décorer la chambre, mettre une belle robe, commander un gâteau, inviter des amis. Voilà les employés, c'est ma grande famille. Le père de Glafira vit tranquillement, rien de spécial. Il est au courant? Bien sûr qu'il est au courant. Et il ne... Non. Eh bien, vous savez, comme le dit mon mari actuel, voilà, j'ai du mal au travail, il faut venir ici aider, faire ci et ça. Je lui dis, Dieu merci, nous sommes en vie, nous marchons et nous bougeons. Il avait le choix, soit s'occuper de nous, soit suivre sa propre voie et ne vivre que pour lui-même. Mais il a choisi de prendre soin de nous. Voilà, à contre-cœur, mais nous sommes ensemble. Dieu merci, il veille sur maman. Et qui veille sur maman? Donc quand vous vivez ici, il vit là-bas. Je vis toujours ici et lui, il vit toujours là-bas. Nous avons un mariage, comme je dis, monastique, frère, sœur, c'est tout. La personne a accepté, puis tout le monde est parti. C'est ça, la maladie le montre. C'est un très bon révélateur pour voir ce que valent vraiment les gens. Les membres de la famille sur lesquels je comptais, ceux dont j'étais sûre qu'ils resteraient avec moi, se sont éloignés et ceux auxquels je ne pensais même pas sont venus vers moi. Vous comprenez, tous les amis sont partis. Il ne reste plus personne, n'est-ce pas? Il ne reste plus personne. Oui, ils se souviennent, parfois ils appellent, demandent comment ça va, des petites douceurs. Mais sinon, quoi? Il y a une fille à laquelle je ne pensais même pas du tout, Glacha, qui était amie avec elle dans son enfance, avec qui elle a grandi dans la cour. C'était l'enfance. Plus tard, Glacha et Liuba ont eu leur propre connaissance. Voilà comment il s'est avéré, c'est avec nous. C'est très difficile, c'est un travail quotidien très pénible. Quand tu es prête à ce qu'il n'y ait personne à tes côtés, à part Dieu, tu seras seule. Et jour et nuit, tu n'auras ni fête, ni week-end, ni vacances, rien. Il n'y aura que toi, Glacha et Dieu. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, on s'en sort. Oui, notre vie a changé, mais au moins, nous vivons. Et je ne me considère pas comme malheureuse.